Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on va voir une vidéo un peu spéciale parce que je vais répondre aux questions des commentaires. Alors c'est vrai que très souvent vous me posez beaucoup de questions dans les commentaires, j'ai pas forcément le temps d'y répondre, donc je fais ce format afin que vous puissiez avoir des réponses claires et concises sur des sujets en particulier. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, elles ne tomberont pas toujours dans le vide. Donc maintenant j'ai sélectionné, on va dire, les questions les plus importantes et celles où je peux apporter une réponse le plus claire possible. Alors, il y a une question qui m'a été posée sur les 5 erreurs du stop loss par RM. L'open interest baisse et les funding baissent. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire tout simplement qu'il y a de moins en moins de leviers. D'accord? Ça veut dire que pour l'instant, la pression des leviers a diminué. Donc, ça peut être pour plein de raisons. Le fait qu'ils se soient fait liquider, le fait que des shorts clôturent leur position, le fait que des longs clôturent de leur position. Mais globalement, ça invite à faire un petit reset sur le marché. D'accord? C'est toujours très important de faire ce genre de reset afin que le marché puisse à nouveau, de façon soutenue, de façon cohérente, reprendre son souffle. C'est très important. Si un marché va de plus en plus haut, avec de plus en plus d'open interest, avec un funding de plus en plus élevé, on peut être sûr que tôt ou tard, il finira par corriger et plus on attend et plus cette correction se verra violente. Alors, une autre question sur l'open interest, je vois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Je vois que c'est un sujet aussi que nombreux n'ont pas l'habitude de traiter et pourtant c'est, on va dire, dans l'open interest qu'on peut obtenir beaucoup de réponses sur le marché et nous donne beaucoup d'indications sur l'éventuelle suite. Alors, c'est une question de Fabrice. L'open interest prend-il en compte les shorts? Si le prix du BTC baisse mais que l'open interest monte, pouvons-nous déduire que la majorité des gens sont en train de shorter le Bitcoin? Alors, l'open interest, c'est l'ensemble des positions short et long. En revanche, pour chaque contrat short, il faut un contrat long et pour un contrat long, il faut un contrat short. Ça veut dire qu'il y a toujours plus d'un des deux parties qui se met en place si l'open interest monte. Donc généralement, si le prix du Bitcoin baisse, mais que l'open interest monte, ça veut dire qu'il y a peut-être un des achats qui sont en train de se faire en long, donc des gens qui sont en train d'acheter en long, ce qui n'est pas forcément bon signe parce que derrière, lorsque le prix baisse mais que l'open interest monte, c'est un cas de figure possible qui peut forcément être néfaste. C'est-à-dire que soit c'est les longs qui s'accumulent, soit c'est les longs et les shorts. Et donc les shorts essaieront tout simplement de prendre la main sur ce mouvement et donc de liquider les longs. Donc c'est vrai que on n'a pas forcément toujours une seule réponse claire et nette, mais on fait des déductions grâce à l'open interest. C'est pour ça que l'open interest, lorsqu'il se situe sur un support, si le prix se situe sur une résistance, tout ça nous donne des éléments extrêmement importants pour savoir si éventuellement ça devient dangereux. Par exemple, un cas de figure qui est excessivement parlant et qu'on peut repérer très facilement, c'est une résistance majeure. Donc plus elle est majeure, plus elle aura de l'intérêt. Et plus l'open interest monte sur cette résistance, plus on a de chances de faire un mouvement baissier violent. Pourquoi? Parce que ça veut dire que à la fois les longues sont en train de s'empiler, mais surtout aussi à la fois les shorts sont aussi en train de s'empiler. Et donc généralement sous résistance, c'est bien souvent un fake out qui a lieu et derrière les shorts prennent la main et un mouvement violent se met en place. Donc ça c'est vraiment un cas de figure qui est facile à repérer. Alors Colepi me pose une question sur est-ce que je peux faire une vidéo sur ce que j'appelle la price action. Donc indirectement je fais toujours des vidéos sur ce qu'on appelle la price action. Dans mes analyses, je ne regarde quasiment uniquement que la price action. C'est-à-dire la price action, c'est l'observation du prix sur des niveaux clés. C'est ça la price action, c'est d'observer les figures de chandelier, d'observer les supports, les résistances, les réactions surtout du prix sur ces niveaux clés. C'est ça qu'on appelle la price action, c'est qu'on se base sur l'observation du prix pour prendre des décisions. Alors, il y a une question de Michel sur pourquoi pas un call plutôt qu'un long. Donc pourquoi prendre un call plutôt qu'un long avec du levier? Alors, lorsqu'on achète un call, on achète un call à un prix qui peut être parfois dérisoire. C'est-à-dire que par exemple, pour un montant excessivement faible, on peut avoir le contrôle d'un Bitcoin, par exemple. Et on a le choix, par exemple, d'acheter un call qui se trouve en dehors de la monnaie, qui se trouve loin dans le futur, c'est-à-dire en 2022, par exemple. Il y a déjà des calls qui se vendent pour 2022, etc., etc. Donc, on n'a pas besoin d'avoir raison tout de suite. On a le temps d'avoir raison et surtout, notre risque est limité. Lorsqu'on achète un long, on n'a pas un risque limité en levier. Donc, acheter un call, ça représente le fait de pouvoir contrôler
un certain montant de Bitcoin pour un prix qui est parfois fort abordable. Donc ça n'a rien à voir. C'est deux stratégies qui sont complètement différentes et lorsqu'on commence à dominer certaines stratégies simples en option, on voit bien qu'on a un super avantage à acheter un call plutôt qu'un long classique. Donc je t'invite à revoir la vidéo sur les calls et certainement peut-être que petit à petit tu pourras comprendre par toi-même la différence entre acheter un call et tout simplement long le prix. Donc tout simplement procéder à un achat sur le prix. Alors, salut Captain, c'est une question de monsieur Paradingo sur les options. Alors, pourquoi préfères-tu les options d'Erebit plutôt que celles de FTX? Est-ce une question d'interface où les prix sont bien plus avantageux? Alors, je pense qu'il y a un peu toutes les réponses à l'intérieur. C'est-à-dire que par exemple sur Deribit, 1, on a des options sur le TH et sur le BTC. 2, en termes de volume, c'est là où il y a le plus de volume de transactions. Donc, c'est là où il y a le plus de contrats disponibles. Donc, c'est là où il y a le plus de chances que nos contrats soient acceptés par une tierce partie. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile, on va dire, de poser un ordre. Derrière, on a l'outil Position Builder qui est proposé par FTX. Donc, c'est un outil quand même qui est super pro, qui s'utilise dans la finance traditionnelle pour gérer ses options. Donc, c'est vraiment très efficace. Donc, ça, vraiment, c'est un cadeau de la part de Deribit de le mettre à disposition. Donc, c'est, on va dire, une plateforme qui est beaucoup plus centrée sur les options. Alors, je n'exclus pas le fait que à un moment donné, FTX possiblement ait une interface bien plus intéressante pour les options, mais pour l'instant, c'est un peu précaire. Donc, en tout cas, c'est pour des gens qui s'y connaissent en options. D'accord? Parce que là, vraiment, il faut bien calculer le prix de son option. Il faut bien comprendre à quel moment notre option est rentable, etc. Et on va dire que c'est moins intuitif que sur Deribit. Alors pour un débutant, c'est peut-être mieux de se rendre sur Deribit. Sur FTX, l'avantage, c'est que moi, par exemple, j'ai une grosse partie de mon capital qui est sur FTX. L'avantage aussi, c'est que c'est en USD. Donc derrière, si on gagne des USD synthétiques. Et donc, ça permet de, dans le même exchange, de tout simplement poser un ordre put option pour se protéger, etc. Donc ça, forcément, c'est un avantage. Donc personnellement, je fais un peu sur les deux. Mais voilà, je pense que c'est surtout si on est plutôt débutant ou si, ça y est, on a commencé à avoir un peu d'expérience sur Deribit, sur les options. Et donc, dans ces cas-là, peut-être qu'on peut se placer aussi sur FTX. Il y a aussi des opportunités qui existent sur FTX qu'on n'a pas sur Deribit. Par exemple, avec des options qui coûtent beaucoup moins cher que la normale, par exemple. Petite question de Bellichou. Alors ça, c'est une question qui revient très souvent. Pourtant, j'apporte toujours la même réponse, donc peut-être que ça déçoit. Quels sont les leviers que tu utilises? Donc, je le dis souvent et je le répéterai tant que ça ne rentrera pas pour une majorité. C'est que ce qui m'importe, c'est pas mon levier, c'est ma perte maximum si mon stop loss est touché. Donc, généralement, j'excède rarement plus de x15 maximum. Et encore, si j'excède x15, c'est parce que je sais que j'ai un stop loss excessivement serré. Donc je vous le rappelle et je le répéterai encore et encore jusqu'à que ça rentre, jusqu'à la fin de vos jours, c'est que ce qui compte, c'est notre perte maximum engendrée par ce trade et engendrée par d'autres trades s'il y en a d'autres en cours. C'est ça qui m'importe, pas le levier. D'accord? C'est ça qu'on doit savoir. Combien on perd au maximum si notre stop loss est touché. D'ailleurs, si on trade en levier sans stop loss, on s'expose à la liquidation et je peux vous assurer que c'est excessivement douloureux. Donc le levier, c'est pas obligatoire et c'est certainement pas un outil de débutant. Je vais pas vous dire de pas l'utiliser parce que j'utilise tous les jours, mais je vous dis que sans stratégie, sans stop loss, le levier vous conduira uniquement à perdre de l'argent. Petite question sur la vidéo des put options. Alors, question bête, pourquoi ne pas prendre un put et un call en même temps? Alors, c'est absolument pas du tout une question bête. Tout simplement, c'est une stratégie que tu viens de citer. Donc, on peut très bien prendre un call et un put en même temps. Ça s'appelle un straddle. Donc, c'est tout à fait possible. En revanche, c'est pas forcément une stratégie qui est donnée. C'est-à-dire que généralement, on doit avoir un mouvement important pour être rentable. Donc, par exemple, ce que je conseille, c'est que pourquoi pas lancer cette stratégie quand il y a eu très peu de volatilité pendant assez longtemps et que on sait que, par exemple, le shop est chargé en daily et derrière, on sait qu'on peut avoir un mouvement de plusieurs milliers de dollars. Si cette fourchette est intéressante, en regardant dans le Position Builder, si on voit qu'on peut passer facilement le prix de break-even à une date définie, pourquoi pas? C'est une stratégie que j'ai fait plusieurs fois, mais qui peut coûter un certain montant de mise de départ. Mais c'est tout à fait
possible. Petite question sur une des minutes marché par Avidan Hassin. Tu as beaucoup de FTT surtout pour les réductions de frais ou plus pour sa valeur? Parce que moi aussi j'ai vendu tout mon sol pour du FTT. Ton avis m'intéresse. Alors les deux, j'ai beaucoup de FTT, 1 pour les réductions et 2 pour sa valeur. Pourquoi? Parce que je pense, et depuis longtemps j'ai ce pari en tête, qui pour l'instant est en train de porter ses fruits, c'est que FTX est une plateforme révolutionnaire dans le domaine de la crypto et dans le domaine du trading. Donc depuis le début, je crois en son patron, en son CEO, et depuis le début, je crois en son évolution. De plus, je pense que les coins, généralement, des exchanges se portent plutôt bien et se porteront bien sur le long terme. Donc derrière, ça fait que ces trois éléments ensemble cumulés font que FTT est pour moi une valeur qui peut évoluer plus que bien dans le temps. Donc pour l'instant, ce pari est gagné. On approche bientôt maintenant les 80 $. Donc je suis excessivement content et je pense hold CFTT encore longtemps. Alors, encore une question sur les leviers de Vincent. Petite question, si on trade exclusivement en levier x10 sur Binance, c'est quoi la différence entre le margin x10 ou le futur x10 et quel est le plus stratégique niveau frais? Personnellement, je déconseille d'utiliser les margins, d'accord, parce que je crois que les frais sont beaucoup plus élevés. Donc, quelle est la différence? C'est que le margin, lorsqu'on fait un margin x10, la plateforme nous prête pour acheter en spot, d'accord? Donc, on achète réellement la valeur en spot grâce au margin. Il faut faire attention parce que derrière, si on ne rend pas cet argent et que la plateforme estime qu'on n'a plus d'argent pour couvrir notre margin, elle va clôturer notre position à perte et on va devoir de l'argent à l'exchange où il va se servir dans nos actifs qu'on a pour pouvoir se rembourser. Donc derrière, ça peut facilement partir en vrille et derrière, on peut facilement se faire liquider sur ces positions margin. Donc je déconseille le margin. Le futur x10, on va dire que la plateforme nous prête x10, mais derrière, on achète uniquement contre du USDT. On achète la valeur du contrat. Donc on n'a rien acheté en réel. On trade tout simplement sur l'évolution du prix. Donc derrière, on n'a pas ce problème d'avoir emprunté de l'argent pour du spot. Là, on emprunte de l'argent. Donc derrière, c'est le même problème évidemment. Si on n'a plus d'argent pour couvrir nos pertes, la plateforme nous liquidera. D'accord? Mais la différence entre l'un et l'autre, c'est que l'un c'est du spot et l'autre c'est uniquement du trading sur la valeur. Au niveau des frais, je peux pas te dire exactement, mais je pense que le margin est beaucoup plus cher que le futur. Petite question sur un terme qui revient souvent et que je ne comprends pas très bien, chercher de la liquidité. Est-ce que quelqu'un de la commu ou Captain peut m'expliquer ce que ça veut dire? Bise. Alors, chercher de la liquidité. Ça va tout à fait introduire ma prochaine vidéo de la formation gratuite du Captain qui va porter sur l'order flow. Donc nous, on n'a pas vraiment ce problème de chercher de la liquidité parce qu'on est des petites mains. On est des petits joueurs, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de mouvements de prix pour pouvoir entrer en position. En revanche, on va dire que les whales, les institutions, ceux qui ont des grosses positions à ouvrir, ont besoin que quelqu'un leur fournisse de la liquidité pour qu'ils puissent acheter discrètement, pour qu'ils puissent acheter sans que le marché explose juste derrière leur achat. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, par exemple, lorsqu'on short, il faut des acheteurs pour qu'on puisse revendre notre short. De la même façon, pour qu'on long, il faut des vendeurs pour qu'on puisse long. Donc, derrière, les whales cherchent certains mouvements de prix pour pouvoir se fournir en liquidité. Donc, par exemple, sous les creux, c'est là où il y a le plus de liquidité. Donc, parfois, il est possible que le prix se dirige vers les poches de liquidité de façon à chercher de la liquidité. Et derrière, on peut voir que le prix augmente tout de suite après. C'est ça qu'on appelle chercher de la liquidité. Mais bon, dans la prochaine vidéo sur l'order flow, on aura un peu plus de réponses claires sur ce terme de chercher de la liquidité. La dernière question à laquelle je vais répondre, c'est de Alexandre sur la dernière minute marché. J'avoue ne pas trop comprendre comment on peut prendre un breakout tout en se préservant des fake-out. Alors, il y a des traders qui sont spécialisés dans l'achat de breakout. D'accord? C'est leur spécialité, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils achètent des breakouts. En revanche, c'est une des stratégies qui a le moins de succès en trading. Donc, les traders qui achètent des breakouts savent exactement quand ces breakouts vont avoir lieu ou s'ils n'ont pas lieu correctement, ils vont tout simplement se protéger pour si c'est un fake out. Donc par exemple, ils n'ont pas peur de tester le mouvement plusieurs fois jusqu'à que ça fonctionne. La différence, c'est que très souvent, ceux qui achètent des breakouts n'ont absolument aucune couverture face à un fake out. Le plus simple, on va dire, pour évaluer un breakout, c'est tout simplement de prendre le dernier creux. Si le dernier creux est franchi à la baisse, donc par exemple sur cet exemple ici sur le Néo, donc le dernier creux ici actuellement se situe à
48 $. Donc si ici on franchit les 51 $, donc on fait un breakout et que immédiatement on réintègre, généralement c'est mauvais signe. Mais on va dire que le vrai signal de fake out va démarrer si on franchit les 48 $. Et là, si on franchit les 48 $, c'est là où on sait que le marché va faire excessivement mal parce que tous ceux qui ont long le breakout se retrouvent complètement sous l'eau. Donc c'est un peu une des méthodes d'évaluer un breakout. Donc déjà un breakout qui réintègre immédiatement, c'est déjà généralement mauvais signe. Donc voilà pour ces questions. Donc j'essaye d'y répondre, je peux pas tout le temps le faire, c'est pour ça que je vous invite forcément à les mettre en commentaire et derrière je récapitulerai l'ensemble de vos questions et je tâcherai d'y répondre dans ce genre de format. En attendant, je vous souhaite forcément un bon trading à tous. Je vous invite à me rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux et n'oubliez pas que depuis peu, il y a le Discord Pro où on fait une formation continue avec les méthodes du Captain ainsi que la newsletter Pro que vous pouvez recevoir chaque semaine. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bon trading à tous.